Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et on se retrouve comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, pour animer ce podcast. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Dans cet épisode, on va parler du moche, du kitsch, du mauvais goût, du dégueulasse, de ce qui craint, mais pour lequel on a parfois un certain attrait, ou même un attrait certain. Ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que c'est lourd? Donc, on va commencer déjà par le plus urgent, c'est les vêtements, parce que là, vraiment... Non, mais il faut se préparer psychologiquement, parce que ça va être radical, ma chérie, ok? Et pour discuter du moche, on accueille avec nous Séverine Pierron dans cet épisode. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors Séverine, tu es rédactrice en chef du magazine en ligne du Centre Pompidou. Et tu es également journaliste freelance, notamment chez Slate.fr. On a pu lire sous ta plume un décryptage du retour à la mode vestimentaire des années 90 ces derniers temps, ou aussi une ode au legging. Tout à fait, le legging, un vêtement injustement maltraité. Et on va s'appuyer aussi dans notre discussion sur un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Flammarion, Le goût du moche d'Alice Pfeiffer. Alice Pfeiffer est journaliste mode, elle travaille actuellement pour Le Monde et avant elle a travaillé pendant pas mal de temps pour Les Inrocks. Elle avait publié un premier livre en 2019, Je ne suis pas parisienne. Et dans ce nouvel ouvrage, Le goût du moche, elle confesse son amour pour des choses moches. Oui, elle aime les tongs en moumoute. Oui, elle a une tendresse pour les imageries chatons avec des paillettes. Et oui, elle a sur sa cheminée des petites toilettes en plastique qui vomissent de la mousse. Elle dresse dans son livre une cartographie du moche en passant par le ratage, le kitsch, le ringard, le vulgaire, et elle théorise toutes ces sous-catégories en les mêlant à des exemples ou des anecdotes personnelles. C'est un petit livre très facile à lire, très plaisant, que moi j'ai beaucoup aimé. Oui, et puis il faut préciser que l'objet en lui-même, le livre, est assez moche, puisque c'est la couverture est faite d'un dégradé de jaune vers le mauve, et du coup cet objet traduit assez bien l'ambition du livre, qui est de décrypter ce qui nous attire et nous fascine dans un certain mauvais goût, comme tu l'as dit Hélène, avec ces déclinaisons que sont le moche, mais également le kitsch, le ringard ou le vulgaire. Alors c'est quelque chose de très contemporain, et qui est sans doute lié au fait que dans un monde qui est saturé d'images, celles-ci sont en permanence disponibles pour le réemploi, le recyclage, et peuvent en quelque sorte connaître une deuxième chance sous le régime de l'ironie. D'ailleurs, de mon point de vue normcore, c'est-à-dire ayant opté pour un style vestimentaire assez quelconque, je dois dire que je suis assez surpris par le fait que les tendances du moment, qu'elles soient esthétiques, picturales, vestimentaires ou musicales, jouent, je trouve, un jeu très dangereux avec la laideur, le ringard, le vulgaire. Mais justement, toi, Séverine, qui a un regard assez pointu en art comme en mode sur ce qui est beau, qu'est-ce que tu penses du moche et qu'est-ce que tu penses du livre d'Alice Pfeiffer? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le livre d'Alice Pfeiffer parce que je trouve qu'il y a un vrai mystère insaisissable du moche et qu'elle arrive assez bien à cerner et assez bien à déconstruire. En fait, elle s'attache à raconter son propre cheminement intellectuel et esthétique, c'est-à-dire elle raconte avec des anecdotes personnelles comment elle a pu explorer les frontières entre le beau et le moche, et comment elle a pu aussi comprendre que les frontières étaient très mouvantes. Et moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, évidemment, d'un point de vue personnel, c'est d'observer dans la vie de tous les jours, régulièrement, comme ça, le moche et le beau refluer. C'est une espèce de mélange, une frontière très mouvante entre les deux. Et je trouve que le livre arrive assez bien à raconter comment c'est un cycle infernal. Ça n'arrête pas de changer et d'évoluer. Le moche d'hier sera le beau de demain, c'est ce que dit Alice, et je trouve que c'est assez bien raconté dans son livre. Alors dans ces exemples du moche, par exemple, elle raconte la grande époque qu'on a peut-être connue des jogging pot de pêche avec inscription sur les fesses. Ça revient, Hélène. Mais même maintenant, ça revient. Donc c'était déjà moche à l'époque, mais alors est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours moche remoche ou maintenant c'est beau? Alors maintenant, ça revient, en effet, parce que ça ne t'a pas échappé, peut-être Kim Kardashian a lancé sa marque de vêtements près du corps, de vêtements un peu qui mettent en valeur les formes, et donc elle s'est aussi associée à cette marque Juicy Couture, qui était la marque emblématique des débuts des années 2000. Souviens-toi, Paris Hilton portait des jogging Juicy Couture. C'était la grande époque du taille basse. Et donc voilà, toute cette esthétique années 90 c'est en plein retour. Quelqu'un comme Bella Hadid, qui est le mannequin qui cartonne le plus en ce moment, porte, c'est vraiment l'égérie de cette tendance retour 90 avec des trucs plus moches les uns que les autres, mais qui sont maintenant appréciés comme étant des choses belles. Parce que le prisme, le regard a changé et c'est ça qui est intéressant.
Oui, ça nous amène à essayer de définir ce que c'est que le moche, parce que Alice Pfeiffer l'écrit dans son livre, le moche n'est pas le contraire du beau. Autant la beauté a ses codes, ses normes, autant le moche est beaucoup plus mouvant. En fait, on est toujours moche par rapport à quelque chose. Sachant qu'en plus, on n'est pas toujours volontairement moche. Le moche est parfois un accident. Je vous cite juste 2-3 mots d'Alice Pfeiffer pour bien comprendre. Ce que l'on trouve laid n'a rien ou presque d'objectif. C'est intimement lié à une classe, une communauté. Sa connotation négative n'est pas seulement due à son manque de beauté traditionnelle, mais à son potentiel transgressif, tenant tête à tout ce que le beau sert à inculquer, la vertu, la respectabilité, le désir, la cohésion. Oui, voilà. En fait, ce qu'elle dit, Alice, et qui était intéressant, c'est que le moche n'est pas le contraire du beau, il se définit en réaction au beau. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle dit que le moche est un moment. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne définition parce qu'en fait, c'est très fluctuant, ça dépend des époques, ça dépend en effet des moments, et ça dépend du regard de celui qui regarde ce qui est censé être moche ou beau. Enfin, c'est vraiment une question de regard, voilà. Il y a des choses qu'on trouve moches aujourd'hui, mais qui ont été belles avant? Ah bah tout à fait, c'est tout simplement une histoire de culture en fait, d'éducation du regard. En mode, c'est assez flagrant en fait. Ce que dit Alice, c'est que le moche d'hier sera le beau de demain. Et on voit que par exemple beaucoup de créateurs de mode actuels, je pense notamment à Gucci ou à Balenciaga, qui sont vraiment deux marques en fait qui explorent vraiment les frontières du moche, qui proposent des articles que souvent le grand public, en tout cas Monsieur, Madame, tout le monde, va dire trouve vraiment hideux, hein, se mettre d'accord pour dire que c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, c'est des trucs qui cartonnent parce que justement, c'est une forme d'accident. Tout d'un coup, on est un peu choqué, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça interroge, c'est inattendu. C'est très codifié, en fait, les élites culturelles modeuses vont se dire « Ah, si Gucci fait ça, ça veut dire que c'est bien. Alors, je vais m'y intéresser, je vais le porter. » Et puis ensuite, c'est un phénomène tout simple. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que les élites ont adopté, par exemple, cette basket immonde qui est cartonne depuis des années, Jean-Laurent, tu la connais très bien, cette basket, la triple S de Balenciaga, avec sa très grosse semelle moche, qui fait des espèces de grosses patounes. Et ça cartonne parce que voilà, les élites se sont mises à la porter. Et puis en fait, le regard sur cette basket, à la base moche pour tout le monde, a changé. Et au fur et à mesure, on a commencé à l'apprécier. Notre œil s'est un peu adapté à cette espèce de profil un peu mammouth. C'est aussi comme la Yeezy, la basket de Kanye West, qui fait quand même des pieds de dromadaire. Et au début, on trouve ça hideux, puis à force de le voir, on s'habitue. Et après, ça passe dans le camp du beau, voilà. Et puis, plus c'est adopté, plus c'est banalisé, et puis finalement, plus le regard qu'on pose sur cette chose, cette création, est modifié, je crois. Mais du coup, c'est un peu injuste parce que si c'est monsieur, madame, tout le monde qui porte des grosses baskets, c'est juste moche et ringard. Par contre, si c'est Balenciaga qui le fait à plusieurs centaines d'euros, là, ça devient branché. Ah voilà, en fait, c'est parce que il faut que ce soit l'élite qui le porte. Si tout le monde le porte, ça devient ringard. C'est ça le problème. Bon, il faut pas oublier que c'est aussi quand même un modèle commercial. Hein. Donc l'idée, c'est quand même de vendre un maximum de trucs à un prix super fou. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment se propagent en fait les tendances tout simplement. C'est un peu la base de la mode, c'est essayer de vendre des choses chères à un maximum de gens. Et donc pour pouvoir vendre des choses nouvelles, il faut aller à la frontière entre le beau et le moche pour toujours découvrir des nouveaux territoires. Et Balenciaga par exemple a beaucoup exploré les sous-cultures des années 90. Je pense par exemple au rave. Voilà, ou même, par exemple, à la culture métal, tout ce qui est considéré vraiment comme repoussant par la plupart des gens. Ils font beaucoup de choses comme ça autour de tous ces codes liés aux sous-cultures métal, rave, beaucoup de sous-cultures musicales. Et en fait, ils vont chercher dans les marges, mais enfin, c'est pas nouveau. Hein. Tous les créateurs, les artistes vont souvent chercher dans les marges, même dans ce qui est considéré comme la fange. Et d'ailleurs, Alice Pfeiffer, dans son livre, elle consacre un chapitre au dégueulasse, ce qui est considéré comme sale finalement. Voilà, et je trouve que c'est des territoires qui sont d'ailleurs explorés beaucoup en art contemporain d'ailleurs. C'est là que se situent en fait les nouveaux territoires à explorer pour la création tout simplement. Ouais, enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il y a deux esthétiques qui s'affrontent. Celle dont parle Alice Pfeiffer, qui est ce moche réinventé, en fait ce moche un peu parodique, remis au goût du jour, comme tu l'as dit Séverine, par en fait la pointe avancée de la mode, c'est-à-dire les élites culturelles, les créateurs, les critiques, les artistes contemporains aussi qui ont usé et abusé du nain de jardin, de l'art pompier. Et puis d'un autre côté, un courant beaucoup plus naïf, beaucoup plus kitsch,
incarné par des gens comme Donald Trump ou Kim Kardashian. J'ai l'impression que ça recoupe un peu une opposition entre le capital économique et le capital culturel, c'est-à-dire entre une mode plutôt bling-bling, de parvenu, on pourrait dire en quelque sorte, et une mode plutôt cantonnée, encore une fois, à des milieux qui jouent à cette distinction permanente qui consiste à faire un pas de côté. Mais j'ai pas l'impression que cette esthétique Balenciaga, en dehors des podiums, séduise tant de gens que ça. En fait, Jean-Laurent, tu te trompes un peu parce que l'esthétique Balenciaga, en fait, a complètement essaimé dans la culture populaire. Par exemple, cette basket est assez emblématique parce que cette basket a été créée il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et maintenant, elle s'est complètement banalisée dans la rue, dans le métro ou dans les transports en commun. Les silhouettes que tu peux voir, par exemple, les jeunes qui s'habillent beaucoup en joggos, en jogging, ils vont porter ces baskets-là sans forcément connaître la ref Balenciaga. Si tu veux, c'est ensuite adopté quand même par des gens qui sont pas modeux, donc ça se diffuse, ça se dilue. Et si tu vas sur le site de Zara, que tu vas acheter des baskets pour ton enfant, tu verras que ta basket, elle va être complètement inspirée par le modèle de cette basket Balenciaga. Donc, si tu veux, ça se diffuse quand même. Et ce mauvais goût, ce qui était considéré comme hideux, repoussant, affreux, finalement, est adopté quand même par le plus grand nombre. Alors après, c'est réadapté, c'est modifié, c'est dilué, c'est réinterprété. Mais voilà, ça fait quand même bouger les lignes entre moche et beau. Voilà. Séverine, tu nous parles des reprises très grand public, comme tu le disais, peut-être même sans avoir la référence. Mais par contre, il y a un autre usage du moche qui est beaucoup plus conscient, qui est beaucoup plus volontaire et qu'on trouve en histoire de l'art notamment. C'est le moche comme revendication, en fait. Le goût du moche choisi comme source de fierté et comme une façon de déconstruire les dogmes, en fait, de repousser l'académisme. Oui, le moche a un vrai potentiel transgressif, c'est vraiment un acte de résistance en fait. Donc en effet, ça peut être conscientisé ou non. Et si on reprend des grands mouvements musicaux ou artistiques, en effet, on se rend compte, par exemple, pour citer que le punk, qui est un mouvement musical assez facile à comprendre, c'est vraiment une manière de se rebeller contre les dictates du beau qui sont édictés en fait du haut de la pyramide des élites. Voilà le bon goût, voilà comment il faut être, voilà comment il faut s'habiller, voilà comment il faut parler. Et donc le punk, c'est vraiment le moche dans toute sa splendeur, le dégueulasse. Et c'est une revendication et c'est une manière de résister. Donc en effet, je trouve que le moche est intéressant parce que le moche est politique. Mais du coup, il y a un effet un peu circulaire, c'est-à-dire le moche est aux marges, est une revendication, puis il est capté par les élites, les grosses industries de la mode qui le commercialisent en fait, et puis il est diffusé de manière large dans la société avec plus ou moins conscience d'avoir du moche et de la raison pour laquelle on a du moche. C'est exactement ça. François, viens, écoute. Il est superbe. Il est bien, oui. Il est superbe. Il est bien parce qu'il ne boudine Il est pas magnifique. trop. Il ne boudine superbe. pas, celui-là. T'es content? Oui, je suis content, mais c'est vif, peut-être. Ça te fait plaisir? Par contre, je sais pas si j'oserais le mettre. Pourquoi? François, tout le monde s'habille en noir. Ouais, Tu croises des gens, ils font la gueule. Bon, c'est pas grave non plus. Alors que là, c'est vif, tu vois. vif. C'est jovial, c'est... Et puis c'est de saison, c'est mi-saison, c'est fin été, début automne. Ça gratte un peu. Là, on vient d'entendre un petit extrait des Chiens. Des Chiens qui, finalement, redeviennent tendance, enfin, en tout cas, dont l'esthétique redevient tendance, puisque elle aussi a été recyclée par les grandes marques. Hein, c'est ça, Séverine? Oui, c'est totalement revisité aujourd'hui. Ce qui était considéré comme vraiment le summum du plouc dans les années 90, quand on regardait cette séquence sur Canal+. Les tricots, un peu de mamie, les horribles sweatshirts en nylon, zippés, un peu façon Adidas, mais le truc qu'on achète chez Carouf, et ça, en fait, c'est complètement l'esthétique Gucci actuelle, sauf qu'évidemment, ça coûte un bras, mais en effet, cette esthétique des chiens est complètement revenue, et je trouve qu'elle est hyper pertinente, elle raconte très bien, en fait, cette espèce de recyclage permanent. Ce qui était moche hier est beau aujourd'hui, et vice-versa aussi, ça marche dans les deux sens. Mais est-ce qu'il y a du moche qui restera moche pour toujours? Est-ce qu'il y a une barrière infranchissable pour certaines choses? Non, je ne crois pas, et c'est ça la magie du moche, c'est que tout ce qui est moche aujourd'hui sera un jour beau. Et là, je trouve que c'est beau parce que ça donne une chance aux moches, à tous les moches. Et ça, c'est assez fabuleux, je trouve. Et je trouve qu'il y a aussi un aspect très postmoderne dans ce goût du moche, c'est-à-dire de nivellement de toutes les esthétiques et de toutes les formes de jugement, qui est peut-être un peu différente que les cycles qu'on a connus ou qu'ont connus nos aînés quand la marge arrivait vers le mainstream. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on est plus dans une sorte de, si tu veux, de tourbillon un peu cyclique, et j'ai l'impression que ce pouvoir un peu subversif de la marge, je me demande si c'est encore si actuel.
Ben, en fait, c'est tellement exploité, c'est tellement essoré, je suis d'accord avec toi, hein. C'est pour ça aussi qu'on s'y perd. Avant, les cycles étaient plus longs et on arrivait mieux quand même à percevoir avec les cercles concentriques, un peu comme quand tu jettes un caillou dans un étang. Tu vois, tu avais vraiment au début le cœur de la tendance, les early adopters, et puis ensuite tu avais le cercle qui s'agrandissait, et en même temps qu'il s'agrandissait, l'onde devenait moins puissante jusqu'à arriver au bout de tu vois, la queue de comète du cycle. Maintenant, on a l'impression que les cercles, c'est comme si tu jetais plein de cailloux en même temps dans un étang, tu vois, que les cercles, ils sont tous en même temps, ils se chevauchent, ils se mélangent, et c'est vrai que c'est un peu gloubi-boulguesque, parfois, les tendances, mais c'est pas moins intéressant à observer. C'est aussi parce que, commercialement, c'est aussi lié à la société où tout va hyper vite, il faut toujours des nouvelles choses. Les moments de recyclage, si tu veux, maintenant, c'est genre 2 ans, tu vois, les années 2000 sont déjà à la mode. Quand je vois les tendances actuelles, c'est vachement dur de voir que des trucs que je trouvais immondes il y a 2 minutes sont déjà méga tendances. C'est les trucs que je portais quand j'avais 20 ans, quoi. Genre les sandales à bout carré, tu vois, les trucs, mais que j'ai jeté à la poubelle il y a 10 ans en me demandant comment j'ai pu porter ça. Ça revient déjà, donc c'est hyper rapide. Et en effet, c'est plus difficile à observer, je trouve, mais c'est quand même super intéressant. C'est ce que dit Alice Pfeiffer. Il y a un passage qui est hallucinant. Elle parle d'une soirée où les gens se déguisent en 2013, donc elle a dû l'écrire en 2020, quoi. Voilà. Oui, mais après, c'est des gens hyper pointus qui sont capables de te dire que le look hipster, avec la barbe, tu vois, bien taillée, à partir du moment où tu vois le look hipster, barbe bien taillée sur des affiches dans le métro ou des affiches McDo, venez comme vous êtes, je sais pas si tu te souviens de cette campagne, ça veut dire que c'est identifiable par la plèbe, entre guillemets, donc ça veut dire que le look hipster est ringardissime, tu vois, tu peux plus t'habiller comme ça, c'est pas possible. Après, le problème, c'est avoir les codes, et quand même, l'élite, malgré tout, conserve les codes, c'est-à-dire même si les cycles sont de plus en plus rapides, les codes sont de plus en plus complexes, mais les élites les conservent quand même. Oui, au point où on peut se demander si justement le moche n'est pas la nouvelle distinction, en fait. Ah ben, c'est exactement le propos d'Alice, je crois, hein. D'ailleurs, ça nous amène en conclusion à évoquer une tendance qu'elle décrit, qui est le métamoche, qui est une sorte, je la cite, de 3e degré, où se réconcilient différentes couches de sensibilité, une fusion entre une lecture au 1er degré, tout en ayant au 2nd degré la conscience intellectualisée de ce mauvais goût, dont l'on se dédouane en passant par l'ironie. L'ironie comme rapport au monde, justement, c'est le thème d'un essai d'Alexandra Profisi, intitulé Le temps de l'ironie, récemment paru aux éditions de l'Aube. Et dans cet essai, Alexandra Profisi, qui est chercheuse en littérature, évoque le fait que l'ironie est devenue le régime discursif de base sur Internet, un peu comme le moche dans la mode finalement, ce qui a donné naissance en réaction à un phénomène de rejet qu'on appelle la post-ironie. Je cite Alexandra Profisi, il y a post-ironie quand on apprécie quelque chose de façon sincère, sans filtre, sans moquerie ni 2nd degré. Il y a même un courant littéraire qui s'en revendique, porté par des auteurs comme David Foster Wallace ou Tao Lin. Et en fait, un petit peu comme dans cet engouement pour le moche ou le métamoche, ces auteurs de la post-ironie ont conscience du jeu qu'ils jouent en permanence avec l'ironie, au point qu'on n'arrive plus vraiment à interpréter d'où ils parlent et à quel niveau de langage ils parlent. Je suis d'accord avec toi, et pour moi, en mode, le représentant de cette tendance post-ironique, c'est Jacques Mus, parce que c'est un créateur qui, lui, joue à fond la sincérité, je viens du Sud, c'est un peu le Vianney de la mode, tu vois, le mec super sincère, super sympa, tout le monde l'adore, ta mamie l'adore, tout ça. Et en fait, malgré tout, lui aussi, il joue avec les codes, il prend des choses hyper populaires, par exemple, il est inspiré par les nappes sous les yados, tu vois, les trucs que ta grand-mère, elle a à la maison, les trucs sur lesquels tu peux passer l'éponge facilement avec des olives hyper moches, tu vois, en impression. Et en fait, il s'inspire de plein d'objets de l'esthétique populaire, il remixe tout ça et il le vend avec naïveté, gentillesse et innocence. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il faut avoir les codes quand même pour comprendre que ce qu'il vend, c'est finalement aussi élitiste que du LVMH, tu vois, alors que c'est avec des ingrédients de la culture populaire. On aura bouclé la boucle lorsque les Deschiens achèteront des nappes cirées Jacques Mus. Ouais, voilà, exactement. C'est sûrement le futur, ouais. Tout ça est absolument désespérant. Je suis effondrée par ce que tu nous racontes, Séverine. Mais comment est-ce qu'on veut faire la distinction, du coup, entre les nappes Jacques Mus et celles du marché ? Mais il n'y en a aucune, et c'est fantastique. Le mec arrive à te vendre une nappe que tu peux acheter au marché en bas de chez toi ou quand tu vas en vacances. Sauf que là, c'est Jacques Mus et tu trouves ça génial.
Voilà, c'est le génie de Jacques Mus. Écoute, voilà, c'est un génie, il faut être un génie pour faire ça. Bon, c'était absolument déprimant. Je vais vous laisser alors avec vos bananes, vos visières et vos grosses baskets. Mais je vous recommande quand même la lecture du livre d'Alice Pfeiffer, Le goût du moche, aux éditions Flammarion. Voilà, et on vous recommande également la lecture du Temps de l'ironie d'Alexandra Profisi, aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Séverine Pierron d'avoir participé à cet épisode de Poire et Cacahuètes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et salut Jean-Laurent, on se retrouve dans 15 jours. Salut Séverine, salut Hélène, merci beaucoup. Merci. Retrouvez Poire et Cacahuètes sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cacahuètes, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.